J'ai consulté récemment les chiffres de l'immobilier. Alors pour la province, depuis 2007, les prix sont stables, sachant que ces courbes ne prenaient pas en compte l'inflation. Donc les prix immobiliers net d'inflation sont en baisse sur la province. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les gens qui ont acheté leur logement principal au lieu de le louer, ils se sont fait baiser, mais dans les grandes largeurs, parce que maintenant c'est irrécupérable. Donc en 2007, j'ai sorti un livre qui s'appelait Acheter ou louer, publié en Fnac, en librairie. C'était le plus gros bid commercial que j'ai jamais fait de toute ma carrière d'éditeur. Vraiment un énorme bid. Je sais plus, je dois en vendre 500, 600, 700 exemplaires payants, à que dalle en plus. Je vais arrêter de baisser le prix, mais personne. Je crois qu'à la fin, on a dû finir à 9 euros, un truc comme ça, et personne ne voulait l'acheter. Évidemment, parce que je l'ai sorti en 2007, donc au plus haut, juste avant le retournement. Et le propos, ça plaisait pas trop aux Français. Ça correspondait pas à la demande du marché. Puisque le propos, ça consistait à alerter les Français sur le fait que depuis 40 ans on montait en ligne droite et que depuis 98 les prix immobiliers avaient créé de la valeur entre 98 et 2007 et que ça n'arrivait que quelques fois par siècle en fait. Il n'y avait que 3-4 décennies sur un siècle où l'immobilier était capable de créer de la valeur au-delà de l'inflation et non pas de la conserver. Et que cette création de valeur allait probablement prendre fin parce que les ratios étant ce qu'ils étaient, c'était pas possible de continuer comme ça à grimper indéfiniment, couper totalement des niveaux de revenus des Français, et que donc il était temps d'arrêter d'acheter et qu'il valait mieux louer son logement principal. Et j'avais porté un tableau Excel avec qui montrait la simulation et j'expliquais pourquoi c'était virtuellement impossible que les gens qui achetaient un logement principal à partir de 2007 parviennent à gagner financièrement par rapport à ceux qui le louaient. Bien que, comme chacun sait, louer son logement principal consiste à mettre de l'argent dans un loyer, à le foutre à la poubelle, comme la grande théorie populaire veut bien nous le faire croire. Voilà. Donc j'ai sorti ce livre, un bid total, personne n'y croyait, personne ne voulait même juste dépenser quelques euros pour prendre connaissance de quelques idées subversives un peu à contre de la propagande française de l'époque. Et voilà, 10 ans se sont écoulés. Voilà, depuis la date de sortie du livre, une décennie s'est écoulée. Et aujourd'hui, le bilan, il est clair. Les mecs, ils se sont fait tondre. Tous ceux qui ont acheté leur logement, ils se sont fait tondre en province. Et massivement. Ils ont perdu des dizaines de milliers d'euros. Et ils ne les reverront jamais par rapport à ceux qui se sont contentés de louer. Tout simplement parce que les prix au mètre carré quand on les achète par rapport au prix au mètre carré quand on les loue, c'est pas le même. Il y a un écart assez monstrueux qui n'a pas été d'augmenter entre 1998 et 2007, au moment de la création de valeur, où il était plus intéressant d'acheter son logement principal que de le louer à cette époque-là. Mais depuis 2007, à cause de l'écart, la distorsion qui a eu lieu, aujourd'hui, depuis 2007, les prix sont monstrueusement surévalués à l'achat. Et donc par ricochet sous-évalué à la location. Donc le différentiel, en plus de ça, quand on achète, il y a plein de coûts supplémentaires que les gens ne prennent jamais en compte, comme la commission du notaire et des taxes qui ont lieu à l'achat. Il y a les frais d'intérêt bancaire qu'on surpaye, même si les taux ont baissé, du fait que le prix au mètre carré à l'achat est 3 fois supérieur au prix au mètre carré quand on le loue. Avant, je vous rappelle, l'immobilier rapportait 10%, en 92-94, on pouvait trouver des biens à 10% de location en tant qu'investisseur, et en 2007, ça rapportait 3%. Donc si la rentabilité est divisée par 3, c'est que le différentiel était multiplié par 3 en faveur de la location. Donc vous êtes grosso modo obligé de consacrer de plus en plus de ressources financières avec une charge d'intérêt de plus en plus élevée malgré la baisse des taux d'intérêt, pour pouvoir acheter vos mètres carrés. Donc ça, le locataire, il n'a pas à payer ça, il n'a pas non plus la taxe foncière. Donc tout ça mis bout à bout, c'est des dépenses qui peuvent chiffrer de 30 40 000 euros en plus lors d'une acquisition pour une maison de 200 000. Donc réparti sur 10 ans, c'est juste irrécupérable. Surtout que, je ne sais pas aujourd'hui, il faudrait calculer, mais je pense que l'immobilier, pour que ça soit rentable pour tous les gens qui ont acheté un bien immobilier en province, en tant que logement principal, encore une fois pas en tant qu'investisseur, et pour tous les gens qui ont acheté un bien immobilier en province, pour qu'ils récupèrent leur mise par rapport aux locataires, je pense qu'il faudrait que l'immobilier s'apprécie pendant 10 ans de 7, 8, 10% par an tous les ans. Sinon c'est irrécupérable. Donc ils ont perdu des années de salaire
Aujourd'hui c'est clair, si on considère que le salaire moyen c'est médian, c'est 1800 € par mois, que on va le consommer aux 3/4. Quand on gagne 1800 € par mois, on va être capable de faire quoi comme épargne? 100 €, 200 € par an, quoi. Donc quelqu'un qui crame 20 000 € ou 30 000 € en excès dans un achat de maison, alors qu'il n'a pas une thune déjà, sa femme elle va gagner 1200, 1400 €, donc sur un ménage à 3000 €, la capacité d'épargne elle va être de... Voilà, si on considère qu'on met 30%, allez, ça fait 1000 € de remboursement d'emprunt bancaire ou de loyer. Donc il y a 1500, 2000 € pour les frais, il reste quoi, 200, 300 €. Donc quelqu'un qui crame 20 000 € quand on est capable d'épargner 200 € par mois, quelqu'un qui crame 20 000 € en excès comme un con dans de l'immobilier, dans du vent en fait, pour acheter des mètres carrés, sachant qu'en plus la plupart des gens, la moyenne c'est un changement d'habitation tous les 7 ans, donc 7 ans c'est juste impossible à amortir par rapport au locataire, parce qu'il faut repayer les frais de notaire à nouveau. Y en a qui n'ont même pas l'intelligence de garder leur emprunt bancaire et de prendre un nouveau collatéral et de juste changer le collatéral contre l'emprunt bancaire. Ils remboursent avec des pénalités leur emprunt bancaire et ils en reprennent à nouveau. Enfin voilà, donc les gens font n'importe quoi avec leur argent, ils se font tondre littéralement, c'est un peu dommage quoi. Mais ils se font tondre. Et là, à coût de 200 €, donc à coût de 2000 € de capacité d'épargne par an, quand on fout 20 ou 30 000 € à la poubelle sur une période de 10 ans pour l'achat d'un logement, c'est-à-dire que c'est 10 à 15 ans d'épargne juste mis à la poubelle comme ça. Ils ouvrent la poubelle, ils mettent dedans, ils referment, ils en tirent rien d'autre. Ils auraient pu dépenser cet argent s'ils s'étaient contentés de rester locataires. Moi ça m'a toujours... 2007, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à modéliser, prendre conscience du piège. Ça m'a laissé perplexe. J'ai essayé de faire un livre, voilà, en me disant ça allait vraiment apporter quelque chose aux gens. J'ai pris une porte dans la gueule, mais vraiment je me suis tué la tête, Et je me souviens qu'à l'époque il y avait un site sur lequel je bossais qui s'appelait Cotation Immobilière, qui avait beaucoup en pleine bulle immobilière, beaucoup de gens tapaient la requête cotation immobilière. Donc il y avait beaucoup de trafic, donc je récupérais plein de gens qui ne me connaissaient pas, mais ils me bousillaient la gueule, j'en avais tous les jours, je vois mon email, je me prenais 5 à 10 emails d'insultes de mecs énervés qui me flinguaient, que je comprenais rien à l'immobilier, blablabla, que j'étais une merde, que voilà. J'en prenais de tous les côtés, tous les jours. C'était vraiment c'était impressionnant le mouvement de haine que ça a suscité, cette histoire de location. Bon voilà, 10 ans plus tard, tous ces mecs avec leur haine, ils se sont fait baiser la gueule, ils ont perdu des années de salaire, si ce n'est pas une décennie de capacité d'épargne. Ils sont appauvris, ils ne le savent même pas, la plupart du temps ils sont même incapables de le diagnostiquer. Ils savent pas qu'ils pourraient avoir 20-30 000 € de plus sur leur compte en banque en étant restés sagement locataires. Voilà, c'est la vie. C'est la vie. Donc bilan, ils ont perdu. Moi j'ai pas gagné parce que je me suis barré de France. Et j'en ai tiré comme conclusion personnelle que certaines idées, c'est pas parce que certaines idées sont vraies que on peut gagner de l'argent avec, ou que 2 elles vont devenir populaires, ou que 3 ça rend service. Il y a beaucoup de gens qui passent leur vie à se mentir et qui veulent pas entendre parler de la réalité. Voilà, j'ai tapé en plein sur une névrose collective française à cette époque et ça m'a pété à la gueule. Bon, ça m'a pas fait trop mal parce que j'en ai rien à cirer de ce qu'ils pouvaient penser, mais c'est une expérience intéressante dans mon apprentissage personnel. Maintenant la question c'est quid de l'avenir. Maintenant on est en 2017, là qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut à nouveau louer, continuer à louer, ou est-ce qu'il faut acheter? La réponse, vous la connaissez comme moi, la bulle immobilière elle a jamais pété, donc du coup les prix sont toujours surévalués par rapport à la location. En plus, j'ai oublié de vous dire un truc, c'est que la plupart des gens expliquent oui, vous allez mettre de l'argent en loyer qui va pas arrêter d'augmenter, et puis vous aurez plus rien à la fin, vous n'aurez pas un bien dans 25 ans. Qui vous permettra de plus payer de loyer. Non, vous aurez un énorme capital qui va représenter la différence que vous aurez foutu à la poubelle. Vous aurez un énorme capital sur votre compte bancaire au bout de 25 ans en tant que locataire, que vous pourrez placer ou vous pourrez réaliser des choses avec, mais le mieux est de placer le différentiel. Voilà, donc aujourd'hui, est-ce que en tant que locataire on a intérêt, est-ce que en tant que on a besoin de se loger, est-ce qu'on a intérêt de louer à nouveau ou d'acheter? La bulle immobilière étant toujours en place, le différentiel existe toujours, les loyers en plus n'ont même plus augmenté, ils sont stables, donc le différentiel est d'autant renforcé parce que le différentiel était très en faveur des locataires, mais pas tant que ça, du fait de l'inflation des loyers.
et de la baisse des taux d'intérêt de l'autre côté pour les propriétaires qui empruntaient pour acheter. Donc ce différentiel était correct, mais il n'était pas renversant. Mais depuis 2 ans, avec l'arrivée où on frôle la déflation, ils sont en train de maquiller la déflation avec une calcul de l'inflation un peu bizarre, mais enfin grosso modo on est étal, il n'y a pas tant d'inflation que ça. Et les loyers ont arrêté de grimper, donc même si les taux d'intérêt ont baissé, les loyers étant stables, vous vous doutez bien que le différentiel est ultra favorable aux locataires. Donc tant que les prix immobiliers ne corrigeront pas et tant que l'écart entre le mètre carré à l'achat et le mètre carré à la location ne reviendra pas à un ratio correct, tout ça il faut le moduler en fonction des salaires médians des Français, mais tant que cet écart restera autant exacerbé vis-à-vis des mètres carrés à l'achat, oui, il faut continuer de louer. Oui, gardez votre argent, louez votre habitation principale et investissez dans un bien pour le louer à d'autres pigeons derrière. Achetez avec de l'emprunt bancaire en tant qu'investisseur, mais n'achetez surtout pas votre logement principal. C'est vraiment quelque chose qui va coûter les yeux de la tête. Surtout si c'est pas beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent, c'est un autre problème. Les riches, ils n'ont pas les mêmes problèmes que tout le monde. Je veux dire, si vous gagnez 5 000, 10 000 euros par mois, si vous avez du patrimoine, c'est du cash. La problématique est complètement différente. Mais pour un maxi paquet de Français, ils n'ont pas une thune, ils n'ont pas de cash. Donc pour ces gens-là qui sont dits normaux, puisqu'ils représentent 80% de la France, il faut absolument louer et absolument pas acheter de biens en tant que logement principal. C'est une aberration encore aujourd'hui. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais pour l'instant les ratios sont clairs. C'est plus compliqué d'anticiper les 10 prochaines années que ça l'était d'anticiper les 10 dernières années. En 2007, le signal, enfin tout était au rouge, c'était assez facile d'avoir une opinion sur la décennie qui venait. Et mon pari avec mon livre, vis-à-vis de mon opinion personnelle, il n'était pas très risqué, et il valait vraiment mieux louer. Maintenant, aujourd'hui, je sais pas où on va, il y a un risque de dévaluation, d'abandon de l'euro qui est majeur, il y a tout un tas de facteurs macroéconomiques, avec le pépi boom, avec tout un tas de choses, on ne sait pas où on va, mais il y a des risques d'accident, il y a du risque de chaos beaucoup plus important aujourd'hui qu'il y en avait au cours des 10 dernières années. On se rapproche, tôt ou tard, on se rapproche de la solution finale. Je pense que l'accident économique que tout le monde redoute dans les 10 ans qui vont venir, il va avoir lieu. Donc, je sais pas où on va, mais clairement, il vaut mieux louer, ça c'est sûr. Si on n'a pas une thune, hein, parce qu'encore une fois, après, si on a des thunes, c'est une autre histoire. Voilà. Donc, et en plus, si on habite la province, je précise parce qu'après les gens, je me prends tout le monde dans la tronche. Ouais, donc, si on habite la province et qu'on n'a pas une thune, ce qui est quand même 80% de la France, il faut penser de la sorte. Après, la région parisienne, les prix ont continué à monter et donc ils ont offert pendant plusieurs années un avantage aux acheteurs. Depuis quelques années, les prix sont tellement hauts qu'ils ont du mal à progresser, voire ils déclinent légèrement. Pour Paris, j'ai pas d'opinion, c'est un micro-marché. Paris, il y a un vrai problème de densité qui est entretenu artificiellement, donc il n'y a pas de danger de baisse des prix à mon avis majeur sur Paris, parce que c'est artificiel, c'est contrôlé encore une fois par les fonctionnaires français. C'est pas les forces de marché qui contrôlent le marché immobilier parisien, c'est les fonctionnaires et les règlements et la densité. Donc Paris est un marché un peu différent, voilà. Et après il y a les grandes villes, les centres-villes. Les centres-villes sont un peu différents, mais pour tout ce qui est banlieue et province, où on peut étendre, il n'y a pas de problème de densité, non, il faut continuer à louer définitivement. Et puis deuxièmement, dans les grands centres-villes, des 10 premières grandes villes, c'est là où on trouve le gros des millionnaires. Donc quand on est millionnaire ou quand on est assez riche, riche de quelques centaines de milliers d'euros, on est moins dépendant de la banque, on a une logique différente de patrimoine et aussi on a une logique de confort de vie qui devient supérieure à la logique de la survie. Donc tout ça se plaque et donc fait que chacun a des situations un peu particulières à gérer avec des impératifs qui changent. Et donc des impératifs économiques et financiers qui peuvent passer au second plan. Mais pauvres en province, il faut louer encore pour 10 ans, il n'y a pas de problème. Je vous dis à bientôt.